Si tu donnes 20 euros à quelqu'un, tu vas avoir 20 euros en moins. Par contre, si tu donnes de la connaissance, des choses que tu as apprises, que tu as intégrées, tu vas toujours avoir cette connaissance, mais la personne qui va la recevoir va l'avoir aussi. C'est la même chose avec l'amour et c'est la même chose avec la joie. Lorsque tu transmets de l'amour, tu as toujours ton amour. Lorsque tu transmets de la joie, tu as toujours de la joie. Et tout ça, c'est exponentiel. Les 4 évangiles ont été écrits Oui. entre 130 et 300 ans après. Ouais, je sais, ouais, bien après. C'est des élévations où les mecs sont, par exemple, Isaïe, Élie, sont élevés dans des lumières, d'accord? Donc là, c'est plutôt toi qui aurais raison, entre guillemets, dans le sens abduction par le rayon aspirant. Ouais, mais Dieu envoie jamais un désastre sur un peuple avant de lui avoir envoyé de toute façon un avertisseur. Bah moi je te dis, si j'étais pote avec Ahmed, je lui dirais la vérité. Je lui dis, nous on n'a pas reçu. Dieu nous a oubliés. Il a envoyé personne vers chez nous. Nous, on n'était pas prévenus. Nous, on a vu des bateaux arriver, 10 ans plus tard, les premières maladies, 20 ans plus tard, le génocide. La mystique juive, justement, en abîme, enfin en parallèle, avec la mystique aztèque. Parce que quelque part, les Aztèques aussi ont la mystique du peuple élu. Les Juifs, c'est pas les seuls sur la Terre à avoir utilisé le concept même de peuple élu. Il y a un autre peuple, c'est les Aztèques. Bon, maintenant évidemment, si on se place du point de vue d'Ahmed, si c'est le Verbe de Dieu, il n'a pas besoin. Si c'est comme le prophète Mohammed, philosophe sur sa vie 2000 ans plus tard, puisque lui, de toute façon, en tant qu'esprit, comme le prophète, voilà, si c'est des esprits, bon bah on est tranquille, c'est la porte ouverte, tu vois. Mais par contre, voilà, si c'est physiquement, moi, ce mec-là, pour moi, il a jamais existé. Son histoire, elle a été montée de toutes pièces, puisque les 4 évangiles ont été écrits entre 130 et 300 ans après. Ouais, je sais, ouais, bien après, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'à la limite, je crois que le plus proche du qui aurait été réel, ce serait Matthieu, tu vois, écrit vers 120 après JC. Après, t'as Luc, je sais pas quoi, l'autre, je sais pas quoi, et puis alors le Saint-Jean, là, écrit carrément en 320 après JC. Ça veut dire que, ou bien eux mentent et ne l'ont pas connu, physiquement, ou bien il y a un truc qui va pas. Tu vois, parce que les apôtres, ils vivaient pas 300 ans. C'est surtout que déjà, quand tu vois le bordel entre les évangiles canoniques et apocryphes... Ouais, alors bon, voilà, sans même rentrer dans les apocryphes c'est encore autre chose, mais si on parle des 4 qui complètent le Nouveau Testament, c'est du pipeau. Les 4 sont en contradiction totale entre eux sur des trucs qui ne sont pas des simples détails, genre ouais, il a lavé les pieds à l'autre, ou l'autre elle était pute, elle s'habillait en rouge, ou je sais pas quoi. Rien à foutre, tu vois. Ils sont en contradiction totale sur des trucs cruciaux, tels par exemple l'Eucharistie, tu vois. Par exemple, l'Eucharistie, bah, c'est simple, il y en a un qui dit « Ouais, on était là tous, nanana », et puis l'autre, il va dire « Ouais, ce jour-là, on était que 6, tu vois, il en manquait 5, je sais pas quoi, enfin bon. » Voilà, donc ils sont en contradiction, les 4 officiels, sur, de toute façon, des épisodes, des événements, en tout cas des anecdotes cruciales, tu vois, donc pipeau, quoi. Et surtout par rapport aux dates, je te dis. Donc, maintenant, revenons sur... l'histoire de l'élévation, je me suis dévié tout seul par rapport au Tibet. Bon, il est bien évident que j'ai pas été voir. Bon, là, j'ai le Coran en face de moi, enfin dans la bibliothèque. Je vais pas l'ouvrir tout de suite là, je vais descendre. Mais par contre, oui, voilà, Sourate 19, versets de 16 à 21 et quelques. Ouais, 21. Donc, je verrai ça dans l'après-midi. Mais bon, je me doute que ça doit être assez fulgurant, mais en même temps. Rien d'exceptionnel, puisque de toute façon, tous, ils sont élevés. Bah, moi, je te dis, ils doivent avoir un petit truc dans le dos. Tu vois? Et là, d'un coup, effectivement... Oui, un rayon, Tu sais, comme quand on était petit, là, les Rocketman et compagnie. Bon, enfin, je veux dire, un tout petit propulseur dans le dos, tu vois? Bah, je pense ils peuvent être aspirés par une abduction, plutôt. Alors, effectivement, il y a le côté... rayon aspirant qui est l'abduction classique, la RR5, puisque toi tu as fait RR1, quoi, observation de loin,
En abduction, on va jusqu'à RR6. RR6, c'est carrément quand ils sont en train de te trifouiller le cul avec leur scalpel, tu vois. Bon, après, il y a RR4, c'est quand même largement plus cool. T'es juste à l'intérieur du vaisseau et ça discute partout autour de toi. Bon, voilà, tu vois. Bon, voilà. Donc oui, effectivement, t'as raison de relever le détail. Il y a le côté truc aspirant. Mais il y a surtout, ce que moi je pense, par contre, parce qu'il y a certains, tu vois, il y a certaines élévations, si tu veux, où les mecs ils sont élevés sans rien. Et comme tu dis, après, je suis d'accord, il y a aussi des élévations où les mecs sont, par exemple, Isaïe, Élie, sont élevés dans des lumières. D'accord? Donc là, c'est plutôt toi qui aurais raison, entre guillemets, dans le sens abduction par le rayon aspirant, comme on a vu dans tous les films. Voilà, quoi. Tu vois, et ça passe à travers... et tu passes à travers le toit de ta maison, enfin, je veux dire, là, le rayon, de toute façon, il y a trop de témoignages là-dessus. Ouais, est-ce qu'il te démolécularise carrément au point de te faire passer à travers le toit de ta maison, tu vois, c'est quand même too much, quoi. Bon, c'est pas mal. Donc il y a ça. Et puis après, moi par contre, il y a le côté que moi je pense, qui est peut-être encore plus réalistique, qui est voilà, une petite technologie, un petit boîtier, tu vois, à la ceinture, et puis c'est parti, quoi, tu vois. Hop, l'antigravité, hop, tu t'élèves tout seul. Et là, effectivement, oui, tu t'élèves tout seul. Non seulement il n'y a pas de rayon pour t'aspirer vers le haut, mais en plus, t'as besoin de personne, puisque t'as une petite technologie, un petit boîtier, tu vois, que t'actives, voilà, et puis dans le dos, un petit réacteur, hop, tu t'élèves tout seul. Bon, il est bien évident que tu fais ça devant des primitifs, les mecs, ils vont rien comprendre, ils vont pas se dire, enfin voilà. Et effectivement, le gars, il s'élève tout seul. C'est de la balle. Donc là, il y a Marie, tu me parlais de Marie. Oui, voilà. Donc j'irai voir ça cet après-midi parce que c'est toujours bon pour pouvoir fermer leur bouche à certains. Oui. Et puis après, tu me parlais, il y avait une histoire de forum, de je sais pas quoi. Oui. Mais là, j'ai rigolé, tu vois, sur le sous-titre. Forum, je sais pas quoi, là. Ouais. Et ça disait débat dans tout le respect, avec sur l'hindouisme, je sais pas quoi, le judaïsme. Non mais moi, il n'y a plus de respect. Tu vois, ouais. C'est ça le problème avec moi. Il n'y a plus de respect. Non mais en gros, ouais, sans insultes, sans... Non, mais mais bon, bien sûr, il n'est pas question d'insulter les gens gratuitement. Moi, j'insulte que quand c'est déjà la guerre verbale. Ouais. Non, mais pour pas que ce soit, une arène de. Pardon ? Pour pas que ce soit une arène où tout le monde se fout sur la gueule. Ouais. Essayer de construire, quoi. Essayer de. Je comprends bien, sauf que là, je parlais pour moi vraiment personnellement, et je reconnais que c'est grave, mais c'est comme ça. C'est que moi, par contre, je suis plus, comme je te disais l'autre jour, hier, je crois, moi, de toute façon, vis-à-vis de la chrétienté, il y a tout simplement aucun respect. Tu vois, donc c'est réglé, quoi. Moi, il n'y a pas, enfin, j'ai pas à aller débattre, comme je te disais, j'ai pas à aller débattre avec un chrétien. Tu vois, c'est un peu ce que je te disais dans l'épisode 2, tu vois. Oui. Moi, je croyais que à ce moment-là, je croyais encore que t'étais quand même à moitié cristiano, tu vois, enfin à moitié chrétien. Et je te disais non, mais parle pas de spiritualité. Vous avez aucun droit de parler de spiritualité, vous les chrétiens, tu vois, puisque vous, votre religion, partout où elle a été, ça a été pour niquer les spiritualités existantes. Partout où vous avez posé le pied. Donc par définition, aucun respect, et c'est pour ça que je te disais encore hier, voilà, moi c'est pas les Juifs qui ont débarqué en 1521 en Amérique pour tout niquer. Oui, mais en fait il y a une différence entre les chrétiens, l'élite, c'est-à-dire le Vatican et l'Église, Jésus lui-même en tant que prophétie ou prophète. Ouais. Et en gros, tu vois, déjà là, tu as 3 parties que tu peux distinguer. Et tu peux pas mettre les 3 parties dans le même truc, parce que les gens, comment dire, ceux qui ont fait les conquêtes, tu vois, c'est pas les croyants. Ouais, mais c'était au nom d'eux. C'était au nom d'eux. Bah après oui, normalement ils devraient se désolidariser. C'est ça le problème, Daniel, c'est que les gens qui disent ouais mais c'est pas Dieu, c'est les hommes au nom de Dieu. Oui mais je m'en fous moi de ces considérations. Va demander à un Indien, ouais mais excuse-le, il était égaré, lui-même a tordu les paroles de Dieu, Dieu n'a jamais voulu ça. Ahmed il le dit. Ahmed il dit clairement. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des pécheurs. D'accord. Oui. Qu'est-ce que nous on a fait alors?
pour mériter ça. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, Daniel, malheureusement. Mais je sais pas. suis d'accord avec toi que intellectuellement, t'as raison. Il faut relever le détail et dire, oui mais non, attends, c'est pas Dieu. C'est les hommes. Oui, d'accord. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait du verset du Coran qui dit, ou à moins que ce soit une formulation toute faite de Ahmed, tu vois, et que ce soit pas réellement dans le Coran. Il m'a fait le coup une autre fois sur... ah oui, le prophète n'a jamais foulé cette terre. Ça, lui, il le dit pour appuyer son raisonnement, d'accord. Mais c'est pas dans le Coran. Et moi, je l'ai cherché pendant des mois. Et un jour, Bush, il me dit, non, mais ça c'est pas exactement dans le Coran écrit comme ça. Tu sais, la phrase, il n'y a pas de victime, il n'y a que des pécheurs. Oui. Bon, ben voilà. Que ce soit Ahmed qui l'ait compris par lui-même, tu vois, ou que ce soit un vrai verset, dans tous les cas de figure, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Bah, ça dépend si Dieu c'est le bien et le mal en même temps. Comment ? Si Dieu c'est à la fois le bien et le mal. Ah bah bien sûr, bien sûr. Si ça peut pas être que le bien, sinon... Le Tao, il est un. Et quand il se divise en deux, et après il se divise en 8000, les premiers esprits... bah oui, c'est l'unicité de tout. Donc voilà, l'unicité qui se divise en deux. Donc ça pourrait être une parabole taoïste qui rejoindrait Dieu, il a créé d'abord une première paire. Tu vois, qui devait être d'ailleurs hermaphrodite a priori. Enfin, beaucoup de textes et traditions ésotériques parlent de voilà, un des premiers hommes qui pourrait être, qui aurait pu être des hermaphrodites. Bon, à mettre en relation, à mettre en parallèle avec ce qu'on disait l'autre fois des expériences d'hybridation qui n'ont pas marché pendant des centaines d'années. Mais eux, ils n'étaient pas pressés, hein, ils étaient en attente en orbite, et que effectivement la première hybridation où le bébé il a tenu le coup, et ben tant mieux pour eux. Enfin, tant mieux pour nous si on sort de là. Mais dans tous les cas de figure, bon, tu vois, ça va pas plus loin, quoi. Bon, maintenant pour revenir à Dieu ou les hommes, désolé. Je sais que c'est pas bien. Je sais qu'intellectuellement c'est pas juste. Enfin, c'est pas correct. Mais moi je suis désolé. Pas dire à un Indien, non mais en fait c'est pas les chrétiens, parce que tu vois c'est certains qui ont mal interprété la parole de... en fait techniquement tous les chrétiens, ils sont plus là, ils sont morts. Là les chrétiens qui sont aujourd'hui. Oui bon c'est sûr que déjà ceux qui ont génocidé il y a 500 ans en Amérique ils sont morts. Bon ça c'est sûr. C'est comme si tu dis à un Allemand qu'il est responsable de Adolphe. Oui, c'est comme toujours, on peut pas culpabiliser les générations d'après sur ce que... Mais là, on n'est pas sur des détails historiques qui, justement, ne concernent que les hommes. Là, on est sur un continent entier génocidé, tu vois. Donc, génocidé, pourquoi ? Eh ben, la réponse, elle est simple. Tu reprends le concile de Valladolid, en Espagne, en 1600 et quelques, où les plus grands savants de la chrétienté ont débattu pendant des jours sur le fait que les Indiens n'avaient pas d'âme et donc c'était des animaux, donc on pouvait les niquer sans aucun scrupule. D'accord ? Ouais. C'est ce qu'on appelle non, c'est pas le concile, pardon. La comment dire en français ? Constatation ? Non. Mais bon, dans le genre, controverse. La controverse de Valladolid. De Valladolid. Ouais. Bon, la ville espagnole. Mais il y avait la même chose sur les Africains, je crois. Oui, sûrement que 200 ans plus tard, hein, puisqu'ils ont vraiment la pénétration blanche en Afrique, c'est plutôt 1700. Bon, il est bien évident qu'ils ont dû se poser le même cas de figure sur les Africains. Mais pour ce qui est des Indiens, le truc, historiquement, il est prouvé. Tu vois, c'est-à-dire que les plus grands savants du monde, enfin de l'Occident, de l'époque, les mecs ils sont tous réunis et ils ont débattu des semaines, jour et nuit. Et puis ils ont conclu que les Indiens n'ayant pas d'âme, ce ne sont que des animaux, donc on peut leur prendre leur terre et on peut les génocider s'ils se rebellent. C'est tout. S'ils veulent pas la christianisation forcée. Tu sais, chez nous, on disait, par exemple, il y a beaucoup d'Indiens mexicains, il y a beaucoup d'Indiens de toute façon qui ont des prénoms... tu vois, par exemple, il y a des Paul
Mais il y en a 100 000 rien que dans un seul peuple. Tu sais pourquoi? Parce que simplement les Espagnols, ils ont mis les Indiens en rang. Tu vois, des longues files de centaines de guerriers, enfin qui déposaient les armes et tout. Et voilà, ils disaient, alors cette file, c'est la file des Paul. L'autre file, c'est la file des Julio, ou des Jorge, tu vois. Enfin bon, voilà. Et en fait, ils baptisaient, mais en file. Tu vois, ils les baptisaient pas un par un. Enfin, ceux qui acceptaient la christianisation. Et en plus, attention, hein, dans l'histoire, on peut pas tous on peut pas les traiter de traîtres. On peut pas dire, ouais, vous avez accepté la christianisation. Parce que la majorité, ils l'ont fait parce qu'ils étaient intelligents, justement, et qu'ils savaient très bien que c'était la seule manière de rester vivant. Tu vois. Donc, d'un coup, ils acceptaient la religion de l'envahisseur, tu vois. Ils disaient, ouais, ok, pas de problème, on accepte votre Dieu, pas de problème. Voilà. On accepte votre Dieu. Ça veut donc dire, historiquement, que les Espagnols, ils ont posé le pied. Alors, je sais, historiquement, tu vas me dire, ouais, mais c'était des enculés, c'était des barbares, c'était des salopards. En plus, la majorité, ils sortaient de prison, puisqu'ils ont vidé les prisons pour mettre des galériens dans les galères et traverser l'Atlantique. Oui, mais enfin, moi, je m'en fous de vos considérations humaines. C'était pas des gens bien, c'est pour ça qu'ils se sont mal comportés. J'en ai rien à foutre, moi. Moi, tout ce que je vois, c'est historiquement, Colomb, il arrive aux Antilles. 20 ans plus tard, il envoie Hernán Cortés, donc des Antilles, prend un bateau et touche une côte. Parce que quand ils étaient aux Antilles, ces cons-là, ils savaient pas encore ce qu'il y avait après. Enfin, ce qu'il y avait en face, tu vois. Ils sont arrivés aux Antilles, ils ont posé, voilà, ils ont génocidé les pauvres, la Première Nation qu'ils ont trouvée, plus les maladies, plus tatata, bon. Et 25 ans après, Colomb, qui supposait, tu vois, plus de découvertes, il dit à un de ses capitaines, il dit, bon, tiens, toi, si tu veux, prends ce bateau, et puis va voir plein ouest, pardon. Et donc, le mec, ils sont aux Antilles, et donc l'autre Cortés, il monte sur un bateau avec 80 personnes. Et ben 3 semaines plus tard, alors déjà 3 semaines plus tard, ils tombent sur un naufragé. Ils sont pas loin des côtes Mayas, donc les côtes du Yucatan, c'est-à-dire le sud du Mexique. Donc là, ils sont en plein aire géographique, enfin aire culturelle Maya, non pas aztèque, plus au nord. Bref. Et donc voilà. Donc non seulement déjà ils trouvent un naufragé. C'est un prêtre espagnol d'un précédent voyage dont personne n'a jamais parlé, et qui lui avait naufragé et avait appris quelques rudiments de Maya, tu vois. Donc les mecs, donc ils le récupèrent, le naufragé, c'est un curé, donc voilà, hop, il le dorlote, l'autre il va mieux, parce que quand même naufragé, quoi. Et il continue, tu vois. Et là il tombe sur la côte mexicaine, c'est-à-dire que la pénétration, vraiment le viol de l'Amérique, commence sur la côte Maya. Puisque là, ils touchent le continent, ils sont plus aux Antilles, ils touchent le continent, ils touchent le sud du Mexique, c'est-à-dire la péninsule du Yucatan, et là, après, l'histoire, elle est en branle. Donc là, effectivement, pour en revenir au point de détail, on dit, ouais, mais c'était des brigands, c'était des violeurs, des analphabètes, des barbares, quoi, en fait, hein, qu'ils avaient sorti des prisons en Espagne pour remplir leurs bateaux. Oui, mais ça change rien, qu'ils soient intellectuels, PD, aristo ou assassins, tu vois, de bandits de grand chemin, ça change rien. Historiquement, ils sont arrivés. Le premier truc qu'ils ont fait, ils ont planté la croix dans la terre. Ils ont dit, cette terre, elle appartient à je sais pas qui, Isabelle IV ou sa mère, la pute du 5e du nom. Enfin voilà, les rois qu'il y avait à l'époque. Donc déjà, t'arrives, tu plantes la croix sur la plage et tu dis, ça c'est chez nous, ça c'est à nous. Et les premiers sauvages que tu vois sortir de la jungle au bord de la plage, tu les trucides. Et après, toute ta pénétration vers la capitale de Tenochtitlan, enfin l'ancienne capitale de Mexico, quoi, des Aztèques, en chemin, ils vont arriver à barber, ils vont arriver à retourner des populations, donc des peuples à moitié nomades, tu vois, qui eux, par contre, avaient déjà des griefs contre les Aztèques. Tu me suis? Donc ils arrivent à les retourner. Ils leur disent, en fait, si vous nous aidez à faire tomber l'Empire aztèque, voilà, quoi, on vous donnera des terres, nanana. Et comment ils arrivent à parler? C'est que quand ils sont arrivés chez les Mayas, ils leur ont offert des femmes, les Indiens, tu
tu vois. Et donc, dans la une, c'est une princesse, enfin c'est une notable, une aristo maya, enfin une notable quoi, on va dire, une fille de chef. Et elle parlait, donc elle est maya, mais elle parlait le nahuatl, la langue des Aztèques. Ouais. Donc ça veut dire que elle peut parler aux tribus que les Espagnols vont rencontrer tout au long de leur pénétration dans l'intérieur des terres vers Mexico. Le prêtre, après elle parle en maya au prêtre naufragé, qui lui parle un tout petit peu le maya, qui lui retraduit en castillan, tu vois. Et c'est comme ça que Cortés peut s'entendre avec des centaines et des centaines d'Indiens en chemin vers Tenochtitlan, en chemin vers Mexico. Et c'est vrai que voilà, il arrive devant Mexico, la forteresse, c'est carrément ils sont 20 000, tu vois. Bon, et c'est sûr que là, après le siège de Mexico, enfin la bataille finale, tu vois, bon, ça dure des semaines, et puis c'est un putain d'ethnocide encore une fois. Mais bon, voilà, il a bien fallu, enfin ça, tout ça, c'était un détail, merde, je me suis perdu, mais c'était pour dire, on n'était plus sur les élévations, on était sur la culpabilité, c'est sûr, 500 ans plus tard. Mais bon, en même temps, voilà, moi j'aime pas les Espagnols, je sais pourquoi. Tu vois. Ah oui, c'est dans mes gènes. Bah après, oui, ouais, mais après, ouais. Ah oui, mais ceux qui Daniel, sont nés dur. maintenant, C'est dur. ils pas peuvent évident. rien, quoi. Après, c'est est-ce qu'ils se désolidarisent ou est-ce qu'ils... Voilà, est-ce t'as raison. Parce T'as que moi, raison. j'avais appelé une église, je leur avais dit, mais vous brûliez des gens il y a quelques siècles, quand les gens n'étaient pas d'accord. Bien sûr. Et elle m'a dit, ah oui, bon, mais c'est dans toutes les religions, il y avait des petits tracas. Ouais, devine. Des petits tracas. L'autre, on parle de 10 millions d'Indiens, elle appelle ça des petits tracas, la pute. Ouais, Ouais, non, ouais, mais- non, mais ouais, de toute façon, c'est évident, on peut pas culpabiliser. Sauf que là, on n'est plus sur du cas par cas humain. Là, on est sur le destin d'un continent, tu vois, qui a morflé. Qu'en moins d'un siècle, le continent, il a été rasé. Enfin, tu vois, ils ont rasé les temples, des temples astronomiques, tu vois, avec des connaissances mathématiques absolument géniales et compagnie. Ils ont tout rasé. Mais tu sais, toutes les églises d'Amérique latine, parce que finalement, une fois qu'ils ont niqué le Mexique, ils sont descendus au sud, ils ont niqué les Incas au Pérou exactement de la même manière, d'accord. Et une fois qu'ils avaient niqué les deux empires, Aztèques au Mexique central et Incas en Amérique du Sud, une fois qu'ils ont niqué les deux empires, après effectivement toutes les tribus qui étaient dépendantes de ces empires, il y en a certains qui étaient contents parce que d'un coup ils avaient plus le joug, tu vois, d'une théocratie puissante qui moi je suis pas d'accord avec l'idée qui écrasait d'autres peuples, tu vois. La théocratie aztèque, elle a rien à voir, politiquement parlant, avec une dictature moderne, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut quand même appeler ça une théocratie, puisque c'en était une, mais ceci dit, elle n'était pas forcément écrasante. Après, c'est du cas par cas, encore une fois, c'est des trucs de chaos, enfin comment dire, de micro non-hasard qui vont déclencher des trucs complètement énormes quelques temps plus tard. Donc, ouais, on peut voir ça, ou c'est du cas par cas, ou alors ça reste quand même le truc qui va défigurer, tu vois, qui va défigurer le monde entier. Parce que finalement, la naissance du capitalisme, c'est pas la révolution industrielle d'Angleterre, pas du tout. La naissance du capitalisme sonne la mort de l'Europe. En fait, la naissance du capitalisme, c'est les premiers bateaux qui rentrent du Nouveau Monde, tu vois, avec les cales remplies d'or, de l'or des Aztèques, tu vois, que la Banque d'Espagne et les rois d'Espagne, donc de 1500 et quelques, hein, les premiers bateaux ont pas mis longtemps à rentrer en Europe remplis d'or et de turquoise et de pierres précieuses, et que effectivement, merde, je me suis perdu. Oui, la naissance du capitalisme, mais le capitalisme, il naît là. Des conquêtes, ouais. Puisque ces rois commencent à capitaliser l'or aztèque, tu vois. Et après, il y a des historiens qui ont essayé de dire, ouais, pendant la guerre d'Espagne, les Russes, s'ils ont aidé les républicains espagnols contre le fascisme,
c'était en chantage avec ouais d'abord vous nous donnez tout l'or des Aztèques et après on vous aide, tu vois. Bon, c'est pas vrai, ça c'est des révisionnistes qui disent ça. Mais bon après effectivement évidemment que les Espagnols, enfin que le gouvernement espagnol de 34-36 a effectivement vidé ses caisses où 500 ans où il y avait encore 500 ans plus tard quelque part l'or aztèque, tu vois. Et effectivement, ils ont payé les Russes avec l'or de leur banque royale, qui se sont fondés par l'arrivée de l'or aztèque. Ça veut dire que le capitalisme, il n'est pas avec la révolution industrielle anglaise de 1700 ou je sais pas quoi là. Il naît avec les premiers bateaux qui rentrent remplis de richesses, tu vois, qui rentrent d'Amérique. Ah ouais, fallait l'exploiter en même temps. Pardon ? Fallait exploiter l'or, fallait pas le laisser dormir, quoi. Ouais, enfin, c'est surtout l'idée de capitaliser, quoi, tu vois. Et à partir du moment où tu capitalises sur la force, sur l'effort humain d'autres gens, ouais. t'es un capitaliste. C'est ça, capitaliser. C'est pas tant garder de la thune chez toi. T'as le droit d'avoir de la thune chez toi. Et tu seras pas un capitaliste. C'est à partir du moment où tu commences à capitaliser. En fait, c'est l'usure, le problème final. Alors, non, l'usure fait partie du problème. Mais pour moi, c'est pas le problème final. Si tu dis c'est le problème final, ça veut dire que tu vas nous ramener aux juifs qui disent qu'ils ont le droit de faire de l'usure sur tous les autres peuples parce que c'est des peuples de merde. Non, mais pas forcément eux, mais l'usure en général, je pense. Ouais, mais en même temps, franchement, si l'usure, le terme d'époque, correspondrait chez nous, modernistiquement parlant, au prêt, enfin au prêt à taux, intérêt. Voilà, au prêt à taux, je sais pas quoi. Bon, bah c'est pas un crime non plus. Ouais, mais en fait c'est un cercle vicieux. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Bon, tu lui dis, ouais, tu me les rends l'année prochaine. Bon, bah après qu'il y en ait un jour qui invente l'usure et qui dise, tiens, tous les mois, si je dois attendre des années, bah c'est sûr que tous les mois, il y aura un pourcentage en plus. Moi, je m'en fous de ces considérations. Enfin, tu vois. Ouais, mais après, en fait, c'est un cercle vicieux parce que. Ah oui, non, mais je sais bien. Mais une fois que t'es rentré, de toute façon, une fois que le capitalisme est né, tout est niqué. Tout. Il n'y a pas besoin. Tu sais, je pensais à toi hier après-midi, hier soir. En fait, je repense, puisqu'on s'est parlé hier, il me semble. Et je rigolais, tu vois, parce que je me disais, bon, ok, t'as parlé avec un antifasciste une nuit il y a X années de ça, et au petit matin, vous êtes tombés d'accord. Oui, bah c'est sûr, si vous étiez tous les deux allumés après une nuit de fête, d'alcool et de smoke, bon, bah vous finissez par tomber d'accord. Bon, tant mieux pour toi. Enfin, tant non, mieux c'est pour après 4 heures de discussion, on était normal. Hein. D'accord. Bon, c'était une manière de dire... tu sais, ce qu'a écrit Marx, le manifeste du Parti communiste, bon, là je l'ai en face. Il fait moins de 100 pages. Moi, c'est un truc que si j'avais un gamin, à 11 ans, tu vois, j'attends qu'il ait 11 ans et je lui passe. Et je lui dis, tiens, lis ça, tu vois. Et moi, si on me dit, ouais, mais attends, un enfant de 11 ans, il va pas comprendre, t'es fou. Marx et Engels, ils ont écrit ce tout petit fascicule pour des gens analphabètes, pour des paysans, pour des ouvriers qui n'avaient aucune culture. Donc c'est écrit de manière très simple et surtout c'est totalement vrai. Et tu sais, je pensais à toi hier et je me disais, bon, il lira jamais ce livre parce que lui, parce que t'as été formaté. Non, mais moi je suis pas, justement, moi j'ai un déformatage naturel. Ok, bah alors à ce moment-là, moi je te dis un truc. Tu lis. Je te dis pas de lire Le Capital de Marx, tu vois, ou ses œuvres complètes, qui sont des trucs de 1000 pages et compagnie. Là, je te parle d'un bouquin, il fait 100 pages. C'est le manifeste du Parti communiste, ça a changé la face du monde. Et c'est pas parce que l'URSS, elle s'est finalement essoufflée, tu vois, d'elle-même économiquement dans les années 80, parce qu'ils étaient dans la course de la guerre des étoiles, que les Américains les emmenaient, tu vois, économiquement dans une course, dans une échelle, dans une escalade par rapport à la guerre des étoiles, ok, et que l'URSS s'est essoufflée économiquement. Mais tu sais, avant le putsch, parce que toi t'étais peut-être pas né, mais moi j'étais né, je m'en rappelle, et j'étais encore en Europe, j'étais encore en France, 91, ça a jamais été, c'était un coup d'État, faut pas oublier. Moi je les ai vus, je m'en rappelle, j'ai vu aux infos des chars qui montaient au Parlement russe en 91. Yeltsin,
Tu t'en rappelles de Yeltsin? C'était un gros porc alcoolique. Bon, c'était un salarié de la CIA, comme tous les autres. Tu vois, comme Noriega, comme tous les dictateurs sud-américains, comme beaucoup de dictateurs africains. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi je me dis, ok, le jeune, bon, toi tu dis, ouais, mais moi j'ai un programme de déformatage perso et tout qui me sauve du lavage de cerveau. Ok, tant mieux, mec. Par contre, tout le monde l'a pas, ton programme de perso, tu vois, de déformatage. Et moi je te dis, ce qui a marché, c'est cet anticommunisme primaire et malsain qui vous a tous mis dedans et qui vous empêche même de reconnaître les choses qui vous sembleraient totalement justes et adéquates si vous étiez face au texte, tu vois. Moi je te dis, je te parie ma maison là-bas, tu vois, qui est ronde et qui fait 100 mètres carrés, quoi, dans la montagne. Je te parie ma zombie que si tu lis le manifeste du Parti communiste, eh ben tu trouveras aucune chose injuste. Je te le parie maintenant, tu vois, avec témoins s'il faut. Tu vois, tu l'achètes, tu le lis, 100 pages, tu le lis en 2 heures. Si tu trouves un truc bidon, un truc faux, ou un truc mal... mais après, c'est peut-être pas le truc en lui-même, mais ceux qui l'ont appliqué, ou je sais pas moi. Alors voilà, on y arrive. Donc, après, ceux qui l'ont appliqué, comme tu dis, bon, mais on s'en fout. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on parle d'un mec qui écrit un bouquin qui va révolutionner le monde entier. Ah oui, je me suis dévié par rapport à l'Union soviétique qui se cassait la gueule. Je voulais juste te dire que 10 jours avant le coup d'État de Yeltsin, et donc des chars qui montent à la Douma, enfin au Parlement russe, 10 jours avant, il y avait eu un référendum dans toute l'Union soviétique. Personne ne voulait changer de système. Tout le monde était OK, tu vois. Par contre, effectivement, depuis 7-8 ans, économiquement, le pays même s'essoufflait parce que les ricains, consciemment, et ils ont eu raison, malheureusement, ces enculés de gringos, parce qu'ils ont gagné cette guerre, ils savaient que l'escalade à la guerre des étoiles essoufflerait l'ennemi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout de 15 ans, les Russes n'y pouvaient plus suivre, l'économie, elle était essoufflée, mais par contre, au niveau humain, au niveau du peuple, à 60, je sais plus, 78%, un truc comme ça. Bon, tu vas me dire, ouais, mais les élections de l'Union soviétique, fuck off et tout. C'est pas vrai, ces trucs, ouais, fuck off, tu vois. Moi, je te dis juste, 10 jours avant le coup d'État, le peuple, il venait d'y avoir un référendum national, enfin voilà, et personne ne voulait changer de régime. Tout le monde voulait suivre le régime socialiste, nanana. Bon, ça c'est une chose, je ferme la parenthèse, je veux pas t'emmerder avec ça. Mais c'était une manière de dire, tu vois, je te le parie, moi. Après, je te dis pas, hein, tu prends les œuvres complètes de Marx, les 12 000 pages, tu pourras trouver des trucs que tu estimerais pas justes dans son analyse. Mais en même temps, c'était pas un visionnaire, Marx, c'était un économiste. Donc, moi, par exemple, dans tout ce que j'ai lu de Marx, dans la somme de tout ce que j'ai lu de lui, pour moi, il n'y a qu'un truc où il s'est trompé. Tu vois. Mais il s'est pas réellement trompé. C'est juste qu'il n'avait pas assez d'éléments au moment où il écrivait. Il n'avait pas assez d'éléments sur ce pays-là, donc il a un peu minimisé l'influence qu'aurait ce pays-là, plus tard, en l'occurrence la Chine. Tu vois. C'est-à-dire que Marx, en 1840, je sais pas quoi, eh ben, il pouvait pas savoir que la Chine deviendrait ce qu'elle est devenue. Donc il dit, ouais, les Chinois, ils sont dans un mode économique asiatique qui est très particulier, qu'en Europe on pourra jamais comprendre, nanana. Bon là il parle de l'inconscient collectif et compagnie. Et effectivement il dit ouais, la Chine, bon bah en gros il dit un peu rien à attendre de ce côté-là, tu vois. Or, un siècle plus tard, le monde entier se retourne encore une fois complètement grâce à la Chine, tu vois. Alors, bref, bon. Donc voilà, il est bien évident, merde, on a fait un super grand tour là. On était sur... Ouais, bon, et voilà, c'est juste pour dire, cet anticommuniste de base, comme je te disais l'autre fois, vous vous rendez même pas compte que vu que vous êtes né dedans, vous avez pas la distance... Comme la religion, tu veux dire. Oui, mais c'est lié, Daniel. J'écrivais encore là-dessus cette nuit.
J'étais sur le Mac, sur le prochain roman, où je me lâche complètement, tu vois. Donc le 5e et le 6e qui porteront beaucoup d'arguments de l'avertisseur, enfin évidemment retranscrit avec mes propres mots, digéré pendant des mois pour m'éloigner de ces formulations, mais en gardant la vérité première que lui me balançait sans le savoir. Bon. Donc effectivement, hein, je relisais ça cette nuit un moment, un morceau où je disais, de toute façon, maintenant on en est là, tu vois. C'est même plus une histoire de religion. Maintenant, c'est une histoire de vérité. La vérité, elle est les mouvements illuminés de Bavière, Illuminati et compagnie, Second Reich, les aristos, le groupe Thulé. Tu vois ce mot Thulé, tu l'as déjà rencontré dans tes recherches perso? Alors T-H-U-L-E, Thulé. C'est un genre de mythe germano-scandinave de soi-disant un paradis. Alors les mystiques, tu vois, néo-nazis, ils relient ça évidemment donc au mythe germano-christique d'origine scandinave. Pourquoi? Parce que ça les ramène à la culture aryenne. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que la culture aryenne, elle est beaucoup plus, tu la retrouves beaucoup plus dans les pays scandinaves que en Allemagne même, tu vois. Bon, ça on le sait, hein, les Allemands de toute façon ils ont fait que reprendre des concepts, beaucoup de concepts bouddhistes et compagnie qui sont tordus et retournés parce que ça les arrangeait, d'accord. Mais bon, voilà, dans les faits historiques, tu retrouves les racines de l'arianisme, donc de l'arianisme européen. Les racines, tu les retrouves vraiment hyper balèzes, hyper présentes dans les pays scandinaves, tu vois. Donc il y a l'origine, tu vois, même par rapport aux Templiers, à des trucs. Moi, j'ai aucun respect pour tout ça. Moi, on me dit ouais, les Templiers, ils se sont fait atomiser par l'Église parce qu'ils étaient, tu vois, plus libertaires ou quoi. J'en ai rien à foutre. Pour moi, tout ça, c'est à mettre dans le même sac de la chrétienté. Donc moi, après qu'on vienne me dire ouais, mais eux, ils se battaient contre eux, tu vois. Le Vatican qui était vraiment déjà décadent, or que des vrais chrétiens portaient une autre. Mais j'en ai rien à foutre. Et là, effectivement, je deviens radical parce que mes gènes crient, tu vois, en moi. Donc je dis, rien à foutre, tout le monde dans le même sac. À partir du moment où tu dis je suis chrétien, tu acceptes et tu justifies. Et alors, sans parler d'un musulman, effectivement, qui va dire, il n'y a pas de victime, il n'y a que des pécheurs. Tu vois. Ah bon, bah à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Après, ouais, mais Dieu envoie jamais un désastre sur un peuple avant de lui avoir envoyé de toute façon un avertisseur. Bah moi je te dis, si j'étais pote avec Ahmed, je lui dirais la vérité. Je lui dis, nous on n'a pas reçu. Dieu nous a oubliés. Il a envoyé personne vers chez nous. Nous on n'était pas prévenus. Nous on a vu des bateaux arriver, 10 ans plus tard les premières maladies, 20 ans plus tard le génocide. Planifié depuis Madrid, tu vois, pour faire main basse sur les richesses. Il était question d'atomiser quelques dizaines de milliers de sauvages, d'animaux, sans âme, sans problème. Au nom de Dieu, t'as tous les droits. Enfin, tu vois, j'ai fait un grand tour. Désolé, je me suis perdu tout seul. Mais bon. Il n'y avait pas de cannibalisme. Je sais pas, non, très peu. En Amérique, il y avait peut-être du cannibalisme, mais c'est extrêmement rare. Il y avait beaucoup plus de cannibalisme effectivement en Afrique ou même en Asie du Sud-Est. Et encore une fois, c'est à mettre en relation avec le culte des morts. C'est pas juste comme dit. De toute façon, toi et moi on le sait. Tout ce qui est dit dans les livres révélés, et surtout dans le 3e, enfin, puisque eux ils mettent vraiment les choses tellement claires que c'est plus possible de ne pas comprendre, hein, avec leur concept, leur notion d'idolâtrie et compagnie. Je veux dire, voilà, on sait que dans l'islam, ouais, anthropophage, voilà, sauvage, quoi. Sauvage, idolâtre, chien, païen et compagnie. Ouais, bon, en même temps, franchement, l'anthropophagie, quand tu l'étudies, moi j'ai été obligé de passer par là dans le cursus. Bon, j'avais fait un petit truc sympa, quoi. Ils étaient un peu blancs, les directeurs de thèse, quoi. Bon, voilà, si tu étudies les cultes des morts, dans les peuples animistes, chez les peuples animistes, tu vois que finalement l'anthropophagie, il n'y a rien de grave. Puisque eux, ils pensaient, si tu manges le cœur de ton ennemi, tu vois, avec l'image,
avec l'imagerie populaire des Aztèques, des pyramides. C'est carrément dans la fameuse nuit, quand Cortés il est arrivé jusqu'à Mexico, il n'est pas arrivé en guerre, tu vois, il est arrivé en paix. Ces mecs, ils étaient décimés sur le chemin, donc ils étaient plus que 30. Par contre, effectivement, ils avaient, à la sortie de la ville, ils avaient 200 000 Indiens qui attendaient le départ de l'insurrection, tu vois. Bon, Cortés, ils sont dans un temple. Cortés, ses 20 potes, et puis Moctezuma, tu vois, le grand chef de la théologie, de la théocratie, enfin bon, bref, l'empereur des Indiens à l'époque et tout. Bon. Là, ils organisent une fête en l'honneur des Espagnols, tu vois. Ils les ont pas pris pour des dieux, c'est pas vrai, ça c'est un pipeau sémantique pour justifier, tu vois, comme quoi les Indiens, soi-disant, ils seraient dans l'attente du retour des dieux qui viendraient de l'Est, et que comme par hasard, les Espagnols, ils sont arrivés de l'Est, tu vois, enfin, par l'Atlantique, quoi. Donc bon, tout ça c'est un pipeau historique, un montage de toutes pièces pour justifier tout ce qui vient après. Mais bon, je reviens sur la nuit. La première nuit, il y a eu 200 000 sacrifices. En une seule nuit, la première nuit où Cortés il a invité dans les palais de Moctezuma avec sa bande de cutéreux, tu vois. Bon, 200 000, c'est énorme. Tu vois, déjà, il y avait 60 000 temples rien qu'à Mexico, tu vois. Donc, tu fais le calcul, 200 000 temples. 60 000 temples, 200 000 sacrifiés. Je peux te dire qu'ils n'ont pas chômé cette nuit-là, tu vois. Bon, après, effectivement, les Aztèques pensaient que le soleil avait besoin d'une énergie, en l'occurrence du sang, hein, à mettre en parallèle avec les Juifs et avec leur notion de sanguinité par la mer et compagnie. Bon, ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est pour le sang, c'est de l'information en fait. Voilà, bien sûr. Et bien sûr, le sang c'est l'information, mais l'information de quoi? L'ADN. Ok. Et l'ADN de quoi? Le serpent cosmique. Tu vois, et on a bouclé la boucle. Bon, c'était qu'une parenthèse. C'était pour dire, effectivement, la première nuit, l'autre, Moctezuma, il croit que... parce qu'il est en train de leur expliquer, tu sais, avec des traducteurs et tout, des interprètes. Donc il est en train de leur expliquer, il leur dit, vous inquiétez pas, de toute façon, cette nuit, on fait la teuf et tout, vous êtes nos invités, nanana. De toute façon, nous, en plus, c'est notre calendrier, c'est un jour spécial, nanana. Et donc, tu vois, il sacré... Bon, bref, donc voilà. Donc l'image d'Épinal hyper connue, le sacerdote, enfin le prêtre astronome, qu'il soit aztèque ou inca, ou maya, ou inca en Amérique du Sud, au Pérou, effectivement, le sacrifié, qui est sacrifié volontaire, hein. Lui il est volontaire, c'est pas un droit commun, tu vois, c'est un mec qui est préparé depuis des années à être sacrifié pour le soleil. Bon, parce que eux croyaient que si le soleil il n'avait pas sa dose de sang, la mécanique céleste elle allait pas se mettre en branle, et puis le lendemain matin il se lèverait pas le soleil. Donc les gars ils allaient pas jouer avec ça, tu vois, donc évidemment ils continuaient à alimenter la mécanique céleste. Pardon? Ça on retrouve pas ça dans les religions? Si, la notion de sacrifice évidemment, sauf que les Aztèques avaient poussé le raisonnement au maximum, puisque eux, ils justifiaient ce qu'on appelle en anthropologie l'économie du sacrifice, c'est-à-dire planifier toute une société en fonction. Par exemple, chez les Aztèques, il y avait ce qu'on appelait les guerres fleuries, tu vois. Et les guerres fleuries, en fait, chez les Aztèques, c'était des guerres où il fallait tuer personne, parce qu'il fallait ramener, par contre, les captifs vivants pour les intégrer dans ce qu'ils ont appelé après les anthropologues l'économie sacrificielle de l'empire aztèque. Okay, bon, tu as voulu faire un parallèle, non, c'était par rapport à l'anthropophagie. Donc moi je te disais, bon, après tout, manger le cœur, alors après c'est pas pareil, hein, il y a différents niveaux, évidemment, si tu commences à manger le bonhomme en entier parce que tu as la dalle, je suis désolé, là c'est encore une autre histoire, tu vois, un autre jour, une autre conversation. Parce que on connaît l'histoire des Argentins, là, de l'équipe de rugby dans les années 80 qui se sont crachés dans la cordillère des Andes. Moi je te dis qu'entre manger un bout de doigt ou crever de faim, moi je préfère manger un bout de doigt, tu vois. Bah oui. Non mais parce que oui, je sais que par exemple il y avait une greffe de cœur sur une personne et que contre, après la personne ou une greffe de rein et que après la personne elle ressentait ce que son donneur il avait. Ouais, ça c'est intéressant, intéressant.
bien sûr. Mais là, par contre, là, on rentre dans, tu vois, dans des trucs un peu, entre guillemets, on va dire, ésotériques. En tout cas, ou ne serait-ce que exotériques, c'est-à-dire la façade externe du mythe. Bon, ouais, mais je pense que cette conversation-là nous emmène très vite à nulle part, tu vois, quelque part. Parce que bon, bah voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Bon, maintenant, si on revient 2 phrases en arrière et qu'on explique la théocratie aztèque par son économie du sacrifice, moi, tu vois, une autre partie de ma thèse, j'avais abordé, et je les avais fait péfli tous, tu vois, j'avais abordé comment on dit, la mystique juive, justement en abîme, enfin en parallèle, avec la mystique aztèque. Parce que quelque part, les Aztèques aussi ont la mystique du peuple élu. Les Juifs, c'est pas les seuls sur la Terre à avoir utilisé le concept même de peuple élu. Il y a un autre peuple, c'est les Aztèques. Pourquoi ? Parce que les Aztèques, si tu veux, les proto-Aztèques, c'est-à-dire si tu remontes 10 000 ans en arrière, les Aztèques n'étaient pas nés, ils n'étaient même pas dans les couilles à leur père. Par contre, au nord, il y avait donc plein d'Indiens, nomades, qui n'avaient jamais construit quoi que ce soit et qui vivaient en harmonie total cool. Bon, bref. Ces Indiens d'Amérique du Nord, qu'on pourrait supposer maintenant, avec les ethnolinguistes qui sont capables de remonter les troncs, tu vois, les troncs en commun linguistiques. Bon, maintenant on dit ok, d'accord, les ancêtres des Aztèques étaient peut-être, par exemple, des Navarros ou des Apaches, enfin, tu vois, qui venaient du Nord, quoi, c'est-à-dire du sud des États-Unis. Bon. Et donc les mecs, dans la mystique aztèque, les sages, un jour, ils reçoivent un message des dieux qui dit « Descendez au sud, ne vous arrêtez jamais jusqu'à ce que vous voyiez un aigle qui tue un serpent, enfin qui se bat avec un serpent, c'est-à-dire qu'il y a un serpent en fait dans son bec, tu vois, et l'aigle est posé sur un cactus, un nopal, une variété de cactus mexicaine. Bref. Bon. Ces nomades, pendant des milliers d'années, descendent, tu vois. Ça se trouve, ils arrivaient même de plus au nord encore, tu vois. Pourquoi pas les hautes plaines, juste en dessous du Canada, ou j'en sais rien. Bref, dans les mythes, on dit que les Aztèques, enfin, en tout cas que les proto-Aztèques, ont marché pendant des années. Ils se perdaient, ils faisaient des tours, ils revenaient à leur point de départ, ils faisaient des gros trucs concentriques, voilà. Un jour, ils arrivent dans la vallée de Mexico, donc qui était tenue par un peuple donc précédent, les Aztèques, qui s'appelaient les... Alors bon, selon les sources, les Totonacs ou les Olmecs. Et là, tu vois, les sages Aztèques, à un moment, ils arrivent près d'un marécage et ils voient un aigle sur un cactus, donc posé sur un cactus, et l'aigle, il est en train de, tu vois, de secouer dans tous les sens un putain de serpent qu'il a dans son bec. Les mecs disent, c'est la prophétie. Nous sommes le peuple élu, on nous a promis une terre depuis des milliers d'années. Alors là, effectivement, il y a une différence avec le peuple juif, c'est que le peuple juif, ils étaient quand même chez eux. Enfin bon, après, sans rentrer dans le détail, qui sont les bannis d'Israël, tu vois, les 12 tribus et compagnie, bon, oublie. Mais moi, tu sais très bien ma position par rapport au sionisme. Si le sionisme, ça veut juste dire avoir le droit de rentrer chez soi, je suis pas anti-sioniste, tu vois. Maintenant, si le sionisme, ça veut dire, tu vois... Demi esclave goy. Voilà, les colonies, tu vois, déchirer le peuple palestinien et tout, bon, évidemment, là, je suis contre. Mais bon, bref. Donc, l'idée d'un peuple élu, l'idée qu'un peuple aurait reçu la promesse de son Dieu que la terre, bon, chez les Juifs, la terre, les terres autour de leur terre originelle, hein, puisqu'on sait que Canaan, Yahvé, en fait, dit à, je sais plus quel chef de tribu, là, juif, il dit, allez à Canaan et bousillez tout le monde, parce que c'est cette terre-là que je comptais vous offrir. Donc là, effectivement, si tu regardes géographiquement, ce qui est très difficile de poser des vraies géographies sur des mythes qui sont même pas datés, tu vois, c'est pratiquement impossible. Enfin, tu peux le faire pour plaisir, mais en tout cas, ça a aucune validité scientifique. Mais admettons, et t'apprends que oui, effectivement, Canaan, c'était peut-être peuplé
Hittites ou de Philistins, qui seraient les proto-palestiniens, tu vois. Et donc là, on dit, ah ouais, mais non, là, le problème, il est là, Dieu aurait jamais dû leur promettre cette terre-là, puisque cette terre-là, par définition, elle était peuplée par un autre peuple. Oui. Donc là, effectivement, arrive le problème qu'on connaît et qui nous occupe. Bon. Mais pour en revenir aux Aztèques, voilà. Bon, faut vraiment être un historien des religions complètement fumé, tu vois, pour aller jusque-là dans la préhistoire, enfin dans l'histoire, pardon, et dire, bon ben voilà, les Juifs sont pas... Enfin, il y a un autre peuple qui a cette même mystique de la terre promise, tu vois. Et donc, les Aztèques, ils arrivent au bord du marécage, ils voient l'Indien, ils voient le cactus, l'aigle posé dessus, en train de se démener avec un putain de serpent dans son bec, en train de le déchirer, voilà. Et ils disent, c'est là. Et là, ils fondent Mexico Tenochtitlan, la première capitale. Et ça a été la première capitale du monde, Daniel. C'est-à-dire qu'en l'an, par exemple, si tu dis aller en l'an 800, par exemple, ou en l'an 1000, aucune ville sur Terre ne ressemblait à Tenochtitlan, tu vois. Là, carrément, on parle de 200 000 personnes, tu vois. On parle d'urbanité totalement contrôlée. On parle d'un genre de communisme primaire du style personne n'est à la traîne. Tout le monde est pris en charge par l'État, tu vois. Zéro jalousie, zéro ceci. Bon, si, après les jalousies individuelles, le cordonnier, il est jaloux du guerrier du temple du jaguar parce que, bon, d'accord, mais ça c'est du de l'individuel, ça pèse pas dans des destins nationaux, tu vois. C'est de l'individuel. Bon, à part ça, ce que je voulais dire, juste pour finir, je t'ennuie pas là. Non. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est effectivement, il y a ce côté... comment on dit, de toute façon, c'est ce que Marx a dit. Son pote, Morgan, il avait vécu chez les Iroquois pendant 5 ans, tu vois. Le Morgan, il rentre en Europe, il rencontre Marx, c'était des vieux amis, ils passent une soirée ensemble, et Marx, il appelle Engels, il lui dit, attends, Friedrich Engels, donc son compère, il lui dit, attends, Lewis, Morgan, bon, là, l'autre, il vient de rentrer des États-Unis, il a des trucs énormes à nous raconter. Bon, les mecs, ils planchent là-dessus, et Morgan, il leur explique, voilà, les Iroquois vivent dans un communisme tribal, tu vois, et c'est là où Marx, il chope, il invente, entre guillemets, le concept de communisme primaire, à partir du concept de communisme tribal de Lewis Morgan, anthropologue, tu vois. Et le mec, il dit, c'est simple, il dit, dans cette société, tout est planifié, tu vois, donc la planification socialiste, tu vois, ou à la soviétique ou à la chinese, c'est pareil, en tout cas, il dit, tout est planifié, personne n'est à la traîne. Tout est égalitaire. Personne n'est au-dessus de l'autre. Après, oui, bon, d'accord, il y a des métiers qui nécessitent plus de ceci ou plus de certaines aptitudes que tout le monde n'a pas. Donc forcément, il y a une division du travail, tu vois. Mais la division du travail, elle n'est pas forcée. La division du travail, par exemple, tu vois, et là je fais un grand parallèle, par exemple, les homosexuels dans les peuples indiens, en tout cas d'Amérique du Nord, ils n'étaient pas du tout discriminés, tu vois. Si le mec, il préfère rester avec les filles, tu vois, à coudre, ou à apprendre à s'occuper de déviscérer un animal et compagnie, enfin bref. Si le mec, il préfère rester avec les femmes pendant que tous les autres gars de son âge, ils partent à la guerre, ou ils partent à la chasse, ou ils partent je sais pas où, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Le mec, il reste avec les meufs, puisqu'on en a à foutre. Tu vois. Bon, bah le mec, il est efféminé. Ouais, et alors, dans tous les peuples animistes, que ce soit Amérique, Asie ou Afrique, un enfant qui va montrer des signes de... Comment on va dire ça ? Féminité, ouais. Des signes qui vont montrer qu'il intériorise beaucoup, tu vois, qu'il est un petit peu en retrait, qu'il est peut-être même un peu, tu vois, un peu carrément retardé, enfin, tu vois. Bon, à part, évidemment, hein, si le môme, il est complètement mongolien, bon, c'est mort, il n'y a rien à faire de lui. Mais ne serait-ce qu'être un tout petit peu retardé, ou d'être complètement introverti, ou d'être ceci ou cela, les parents emmènent l'enfant chez le chaman et lui disent, lui, on dirait, c'est-à-dire il a l'air, enfin voilà, occupez-vous de lui, tu vois. Et le chaman, par définition, l'initie, tu vois. Pourquoi ? Parce que justement, cet enfant, il est justement ultra sensible, beaucoup plus sensible que la moyenne. Ouais. Tu vois. Donc, ça veut dire que pour eux, il a des prédispositions
à l'invisible. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, Bon, ça, sur on tous voit les c'est clair. médiums, la plupart des médiums, soit c'est des femmes, soit c'est des hommes gays, Oui, et oui, c'est oui, bien très sûr, rare bien sûr. d'être hétéro et... Bien sûr. Bon, après, attention, il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et en faire une généralité. D'accord. Il y a plein de peuples. Ouais, parce où que leurs les femmes, elles leurs ont chamans n'ont rien une à voir sensibilité naturelle. avec des efféminés. Ouais. Mais c'est vrai que tu as raison, et ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Il y a un truc hyper intéressant, c'est que les premiers ethnologues russes, tu vois, d'avant le soviétisme, hein, là on parle de fin 18e, avant la révolution russe et tout ça. En tout cas, les premiers ethnologues russes ont eu à peu près les mêmes résultats que les premiers ethnologues américains envoyés par le gouvernement pour aller, entre guillemets, récupérer les paroles des sages des peuples qui venaient à peine d'exterminer. Tu vois l'hypocrisie, bon, côté gringo, hein, côté américain. C'est-à-dire que côté américain, 200 ans de guerre indienne, 200 ans de génocide techniquement planifié depuis Washington, c'est-à-dire combien ça va nous coûter, tu vois, les milliers de couvertures, puisque les Indiens, il était question de les forcer à rentrer dans le système des réserves fédérales, et il leur disait, une fois que vous aurez déposé les armes, vous serez dans une réserve, vous aurez des terres, des outils, des ceci, des cela, et vous deviendrez des bons citoyens, des paysans. Tu vois, faire d'un Indien souverain, nomade, genre à la danse avec les loups, tu vois, c'est-à-dire le warrior en totale dignité totale, en faire un putain de paysan. Bon, un serf, en fait. Bon, bref. Donc là, j'ai fait un grand écart, je me suis perdu. On était sur les facultés donc du chaman. Et donc je te disais, les ethnologues russes arrivent au même résultat que les ethnologues américains, pas de la même manière et pas en même temps, mais en tout cas arrivent au même résultat, qui est, ils commencent à classifier les chamans avec les classifications psy qui étaient en vogue à l'époque. Tu me suis ? C'est-à-dire ? Et alors, j'y arrive. Donc c'est-à-dire, par exemple, un scientifique, un ethnologue russe, revient de chez les Bourriat ou chez les Samakout, et il écrit un essai, et il dit, oui, j'ai cohabité avec le chaman pendant des mois, et je me suis rendu compte qu'il présentait un cadre, et là d'un coup, que ce soit les Russes ou que ce soit les Ricains, en face du même problème, en l'occurrence, aller récupérer les paroles d'un peuple qui fait partie de leur grande nation, que ce soit les peuples animistes de la Sibérie pour les Russes, pour l'extrême nord des Russes, ou que ce soit les rares Indiens américains qui acceptaient de parler, tu vois, ou à l'intérieur d'une réserve, ou encore quand il était libre à l'extérieur, et que il leur colle le cadre, finalement, il leur colle les cadres pathologiques que les Blancs commençaient à peine à édifier, tu vois. C'est-à-dire fin 18e, tu vois, il faut pas oublier que les gens, ils en étaient encore à penser, les Freud et compagnie, ils en étaient encore à penser que les meufs, tu vois, l'hystérie, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour en revenir à ce que tu as l'air de savoir, puisque quand tu parlais des mômes, qui peuvent être effectivement efféminés ou quoi ou qu'est-ce, ça va bien au-delà d'une sensibilité externe, d'une féminisation oui, d'un enfant. c'est carrément dans l'âme. J'arrive. Ça va bien plus loin, puisque ça va jusqu'à des scientifiques, des pseudo-savants, qui vont dire, moi j'estime que ce chaman, il est paranoïde, schizoïdal, épileptique, non. Et d'un coup, un chaman, il se retrouve avec 8 étiquettes sur le dos, tu vois, qui correspondent finalement aux pathologies que les Blancs commençaient à peine à discerner grâce, je pèse mes mots, grâce aux travaux que Freud a repris et que par contre lui il a dévirtualisé pour son propre intérêt. Bon, là on a fait un grand tour. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, c'est-à-dire que un chaman, pour un scientifique occidental, un chaman, c'est un être tellement désaxé, tellement complètement à l'ouest, vu qu'il en connaît toutes les pathologies qu'il commençait à peine à discerner, tu vois, en Occident, pour expliquer que finalement, la seule manière d'avoir un vrai rapport à l'invisible, déjà, c'est d'avoir lâché beaucoup de choses, tu vois. Alors maintenant, entre lâcher beaucoup de choses et puis
et puis carrément avoir un pied dans l'invisible, franchement, il y a